Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre santé comme chaque jeudi. Et ce soir, on s'intéresse surtout à vous, mesdames, puisqu'on évoque ensemble le cancer du col de l'utérus. Un cancer qui peut être bien soigné s'il est dépisté à temps. Quelles en sont les causes, les symptômes, les traitements? Docteur Leïla Megheli, gynécologue à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Tina Géréral, notre experte santé pharmacienne, est avec nous. Bonsoir Tina. Bonsoir Marie. Et on commence chaque semaine avec quelques chiffres pour commencer. Seuls 53% des femmes dans les Hauts-de-France se font dépister. C'est en dessous de la moyenne nationale. 51 ans, c'est l'âge médian du diagnostic. Alors on revient avec vous, docteur, sur ce dépistage. 53% seulement dans la région. En quoi consiste le dépistage? C'est vrai qu'il n'est pas forcément connu du grand public. Oui, donc le dépistage consiste en un prélèvement au niveau du col de l'utérus qui est réalisé à l'occasion d'un examen gynécologique. Donc c'est un prélèvement qui est complètement indolore et qui est réalisé à partir de l'âge de 25 ans. On en fait un à 25 ans, un à 26 ans. S'ils sont normaux, en espace à 3 ans jusqu'à 30 ans et ensuite en espace à 5 ans. Et pourquoi justement on espace après 30 ans les dépistages? En fait, avant 30 ans, c'est un dépistage qui se fait par un frottis cervico-vaginal. C'est des pratiques qui ont été modifiées récemment. Avant 30 ans, donc c'est un frottis cervico-vaginal, c'est-à-dire qu'on va regarder les cellules qui sont prélevées avec une petite brosse. Et c'est un examen anatomopathologique. Alors qu'après 30 ans, on fait ce qu'on appelle une PCR-HPV. Pour la détection du papillomavirus, qui est le virus qui est responsable de plus de 90% des cancers du col de l'utérus. Oui, on va y revenir justement. Qu'est-ce que c'est que ce cancer, tout d'abord, pour visualiser un petit peu le col de l'utérus? Donc le col de l'utérus, c'est la partie que nous, gynécologues ou médecins, on voit lorsqu'on met un spéculum. C'est une partie qui est au fond du vagin, c'est la partie visible de l'utérus. À laquelle on accède par le vagin. Et donc c'est un cancer qui se développe sur les cellules à ce niveau-là. Alors comment est-ce qu'il apparaît, le cancer, globalement? C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des symptômes qui sont évocateurs de l'apparition des cellules précancéreuses? Alors les cellules précancéreuses, la plupart du temps, ne sont pas symptomatiques. C'est lorsqu'on arrive au stade de cancer où on peut avoir des symptômes qui sont globalement des saignements, la plupart du temps provoqués lors des rapports sexuels. D'accord, donc c'est pas forcément identifié par les patientes. C'est pour ça qu'il faut une régularité dans le dépistage. Oui, et puis ce qui est très intéressant dans le dépistage, c'est de dépister des lésions précancéreuses et non pas forcément un cancer. Parce que des fois, les patientes, elles ont peur de faire les dépistages parce qu'elles ont peur un peu du diagnostic de cancer. Oui. Mais en réalité, le but, c'est vraiment de dépister ces lésions précancéreuses et de les traiter à temps pour ne pas arriver justement au stade de cancer. Et ces lésions précancéreuses sont complètement asymptomatiques la plupart du temps, et d'où l'intérêt du dépistage. Et donc on parle beaucoup du papillomavirus, ça passe forcément par ce virus qui vient s'installer? Oui, dans plus de 90% des cas, c'est un papilloma. Il y a plusieurs papillomavirus. Certains sont oncogènes, donc peuvent provoquer des cancers. D'autres peuvent provoquer par exemple les verrues moins méchants, moins méchants, les condylomes au niveau génital également. Mais oui, c'est un papillomavirus. Donc ce papillomavirus, c'est transmis par voie sexuelle. Et on sait qu'environ 80% des personnes seront infectées au moins une fois dans leur vie. Pourquoi est-ce que tout le monde ne développe pas un cancer? Effectivement, donc 80% de la population, des personnes, hommes ou femmes, entrent en contact avec ce virus une fois dans leur vie. On sait que 90% des personnes vont s'en débarrasser. Le corps va lutter contre. Exactement, le corps va lutter contre cette infection et on finit par s'en débarrasser dans 90% des cas. Et dans 10% des cas, ce papillomavirus va rester. Avec le temps, peuvent se développer des lésions précancéreuses qui peuvent ensuite évoluer en lésions cancéreuses. Et combien de temps justement entre ces lésions et puis l'éventuel développement d'un cancer? On estime qu'entre l'infection papillomavirus et le début d'un cancer, il faut minimum 10 ans. C'est entre 10 et 30 ans. Donc si on se fait dépister, a priori, on arrive à temps, les médecins arrivent à temps et on le traite comment ?
Alors, ça dépend du stade des lésions. On a des lésions, donc pour les lésions précancéreuses, ce qu'on appelle des dysplasies. Et donc, il y a plusieurs stades, 1, 2, 3. Et en fonction du stade, on peut soit surveiller pour certaines patientes, soit faire des traitements au laser. C'est un traitement qui est fait en consultation complètement indolore, ou alors proposer des conisations, c'est-à-dire enlever un bout de colle, et c'est un traitement qui est plutôt chirurgical. Et ensuite, pour les stades, une fois qu'on arrive au stade de cancer, ça dépend évidemment du stade. Et est-ce qu'on est bon élève chez nous dans la région? Est-ce que les jeunes femmes notamment sont bonnes élèves pour aller voir son gynécologue? On sait qu'une fois par an, c'est entre guillemets la règle, même si on peut dépasser un petit peu, mais comment on se situe? Alors, souvent, les patientes, tant qu'elles ont une contraception ou des grossesses, consultent régulièrement un gynécologue. Après, une fois que les grossesses sont faites, c'est vrai qu'on se retrouve face à des patientes parfois qui ne consultent pas, ou alors après la ménopause, encore moins. On sait que le dépistage, à partir de 50 ans, c'est vraiment la période où les patientes consultent de moins en moins les gynécologues. Alors que le diagnostic, c'est 51 ans, donc c'est important. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place justement pour que les femmes soient prévenues et qu'on leur rappelle les dépistages? Ou est-ce qu'elles doivent rester vraiment actrices de leur santé à ce niveau-là? Alors, il y a un dépistage organisé qui a été mis en place depuis 2018, qui consiste en donc l'examen tous les 3 ans avant 30 ans et tous les 5 ans après. Et en principe, on reçoit une convocation de la sécurité sociale. C'est un 0 reste à charge à la patiente, c'est-à-dire que la patiente n'avance pas de frais. On fait l'examen lors l'examen gynécologique et elles sont censées être convoquées régulièrement pour leur dépistage, en fonction des résultats. Alors au-delà du dépistage, il y a aussi un vaccin contre le HPV, on le surnomme comme ça, pour éviter justement ce type de cancer. À quel âge faut-il le faire? Alors les recommandations, c'est entre 11 et 14 ans. Il y a des rattrapages possibles entre 14 et 19 ans. Entre 11 et 14 ans, en fait, on profite du rappel des TP coqueluches pour réaliser ce vaccin. Et ce qui est important, c'est que ça soit réalisé avant les premiers rapports sexuels. Avant la potentielle contamination, en fait. Exactement. Et chez les jeunes hommes aussi, maintenant? Chez les jeunes hommes, et effectivement, depuis janvier 2021, c'est pris en charge également par la sécurité sociale. Dès l'âge de 11 ans également? Oui. D'accord. Donc tout passe par le médecin traitant, du coup, c'est à eux aussi? Médecin traitant, pédiatre. Oui. À noter aussi que j'ai pas dit, pour les dépistages, les médecins traitants maintenant de plus en plus font des examens gynécologiques et font les dépistages. Donc certains médecins traitants le font. Le frottis chez le médecin traitant, c'est possible? C'est tout à fait possible, ainsi que les sages-femmes qui font de plus en plus de suivi gynécologique en ville, sachant que on a de moins en moins de gynécologues médicaux et l'accès parfois est compliqué. Et y compris chez nous dans la région ou dans la métropole, c'est compliqué? Tout à fait. Donc on multiplie les praticiens pour augmenter le dépistage. Le vaccin du cancer du col de l'utérus, il protège pas seulement du cancer du col, d'autres vaccins, d'autres cancers aussi? Oui, le papillomavirus est responsable effectivement du cancer du col de l'utérus en premier. En deuxième viennent les cancers des voies aérodigestives, donc tout ce qui est au niveau de la bouche, etc. Ensuite, on peut avoir des lésions au niveau des voies des organes génitaux. C'est pour ça que les petits garçons maintenant sont aussi concernés par la vaccination, notamment. Oui, et aussi dans le cadre de la prévention de la transmission à la femme. Donc plus on est vacciné, moins on transmet le virus et moins on aura Il y a certains pays qui ont atteint des taux de vaccination de plus de 80%. On poursuit, si vous le voulez bien, avec quelques questions de nos téléspectateurs. Alors on commence avec la question de Cathy de Berck-sur-Mer qui nous demande si le préservatif protège du papillomavirus. Alors malheureusement non, le préservatif ne suffit pas à protéger contre l'infection papillomavirus. D'accord, donc il n'y a que le vaccin actuellement qui est recommandé en prévention. Autre question? Question de Marie de Roubaix qui se demande si une grossesse est possible après un cancer du col. Oui, ça dépend du stade de la maladie. Si c'est un stade très précoce, on peut réaliser des traitements, notamment chirurgicaux, qui préservent la fertilité. C'est à discuter en réunion pluridisciplinaire, mais c'est possible. En tout cas, c'est pas du tout exclu. Et un rappel... Oui. Sur le cancer du col de l'utérus, du coup, on a beaucoup parlé de prévention, de dépistage, mais sur ce cancer-là, les traitements continuent d'avancer. Est-ce qu'on est pionnier chez nous dans la région?
Les traitements consistent en fonction du stade, soit une chirurgie première, soit parfois de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie. Donc un traitement classique du coup contre le cancer. Et pareil, ces diagnostics à 51 ans aussi. Est-ce qu'il y a des cas plus jeunes qui se dévoilent ? Oui. Il y a des cas plus jeunes parfois de cancer chez des patientes, même avant 30, à partir de 30 ans souvent, mais ça arrive, oui. Est-ce qu'une prise en charge très précoce, justement, exclut tout risque pour une potentielle grossesse ou alors un retrait de l'utérus ? Il n'y a pas de risque zéro en médecine, donc effectivement, quand on a un stade très précoce, la survie, elle est de plus de 90%. Enfin, la survie sans récidive à 5 ans est de plus de 90%. Alors que quand on passe à un stade avancé régional, on est à 57% environ. Et ensuite, quand on a un stade métastatique, c'est 17%. Donc c'est vraiment, si on prend précocement, c'est une maladie qui se guérit quand même. Merci beaucoup Leïla Megheli, gynécologue donc à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, d'avoir été avec nous. Et Tina, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de C'est votre santé. Merci. Et demain, on se retrouve évidemment pour terminer la semaine. Et le vendredi, c'est votre magazine Top Sortie. Floriane Joseph, originaire d'Armentières, vient nous présenter son premier livre, La Belle et la Bête. Une idée de lecture donc pour ce week-end à venir.